aujourd'hui, dans le cadre nature et découverte, on va faire ce petit exercice où l'on cherche la caractéristique de K et ensuite on ira un petit peu plus loin dans les suites récurrentes linéaires, etc., etc. Alors, je vous en dis pas plus. L'exercice, c'est, on a un polynôme x3 moins x moins 1 dans un anneau de polynôme k de x. On ne connaît pas K, mais on sait que P possède une racine double. Donc, on a envie de dire quelle est K. Mais c'est une question un peu bête, parce qu'on ne peut pas déterminer K, parce que s'il a une racine double dans K, tous les corps qui vont contenir K, il y aura une racine double aussi. Donc, on peut se demander quel est le corps K à minima. Ou, si vous préférez, quelle est la caractéristique de K. Alors, allons-y. Ce qu'on veut, c'est un alpha, bon, tel que P de alpha égale 0, et P' de alpha égale 0, déjà, pour qu'il y ait une racine double. Bien. P', c'est 3x2 moins 1. Déjà, on sait que la caractéristique de K n'est pas 3, parce que sinon, P' ne pourrait pas s'annuler. Bien. Maintenant, j'effectue la division euclidienne de P par P'. Elle est très facile, elle se fait à vue, et on a ici un reste. Moins 2 tiers de x moins 1. Donc maintenant, ce que je veux, c'est finalement, quand j'évalue cette identité en alpha, eh bien, j'obtiens que le reste est nul, puisque ça s'annule, ça s'annule, et j'ai ceci. Alors maintenant, déjà, je peux dire que la caractéristique de K n'est pas 2, parce que si c'était 2, on aurait moins 1 égale 0, tabou suprême, c'est pas possible, donc on ne pourrait pas avoir la caractéristique 2. Donc j'ai le droit de diviser par 2, et alpha est égal à moins 3 demi. Bien. Donc maintenant, j'affirme que P possède une racine au moins double, si et seulement si P' de moins 3 demi est égal à 0. Effectivement, si P' de moins 3 demi est égal à 0, forcément on va avoir 0 ici, parce que j'ai pris alpha égale moins 3 demi, donc 0 ici, et j'aurai bien ce que je veux. Et inversement, si j'ai P de alpha égale P' de alpha égale 0, oui, j'ai P de moins 3 demi égale 0. Donc maintenant, ma condition se restreint à une seule chose, c'est que P' de moins 3 demi égale 0. Donc j'écris P' de moins 3 demi égale 0, et je tombe sur 23 quarts égale 0, donc 23 égale 0. 23 égale 0, comme 23 est premier, ça veut dire qu'on est en caractéristique 23, tout simplement. Et à minima, le corps K, ce serait Z sur 23Z, c'est-à-dire ce qu'on appelle F3. On peut se dire, oui, ce problème n'est qu'un problème de résultant, quand on connaît le résultant. C'est-à-dire, regardez, ici, bon, je l'ai mis en bas, vous prenez ce polynôme x3 moins x moins 1, donc vous l'écrivez comme ça en colonne, juste les coefficients, 1, 0, moins 1, moins 1. On va l'écrire en colonne, en descendant, autant de fois qu'il y a de degrés à l'autre polynôme, dont on veut le résultant, c'est-à-dire 2 fois. Et le polynôme, le deuxième polynôme, 3x2 moins 1, donc ses coefficients c'est 3, 0, moins 1, on va le mettre en colonne autant de fois qu'il y a de degrés dans le premier polynôme, c'est-à-dire 3 fois. Et on descend. Donc ça nous fait une matrice de taille 5, 5, que vous voyez ici, avec vos deux polynômes qui sont là en colonne avec leurs coefficients tout en descendant. Voilà. On calcule ça, et je vous le donne en 1000, ça fait 23. Voilà. Donc, si le résultant de ces deux polynômes vaut 23, il ne peut valoir 0 que si l'on est en caractéristique 23. Voilà. Alors maintenant, on peut aller un peu plus loin. Quelles sont alors les racines de P? On peut s'amuser et se dire, bon, maintenant qu'on y est, autant le factoriser. Oui. Donc, on sait que moins 3,5 est racine double. Alors, on va calculer moins 3,5. L'inverse de 2, modulo 23, c'est 12, puisque 2 fois 12, ça fait 24, donc 1, modulo 23. Donc, ça veut dire que moins 3,5, c'est
3 fois moins 12. Moins 12, c'est 11, donc ça fait 33. Donc modulo 23, ça fait 10. Donc 10, c'est racine double. Maintenant, l'autre racine, bah, autant aller la chercher directement dans le produit, puisqu'on a deux racines et qu'on veut la troisième. Ouf. Je me rends compte que j'ai fait un peu compliqué, parce que je sais que la somme, ah bah oui, la somme vaut 0. Donc 10 plus x vaut 23, donc x égale 3. Bon, je l'ai fait avec le produit. J'avais envie de m'amuser avec le produit. Ok, alors, bêta, l'autre racine, c'est 1 sur 10 au carré, à cause de ça. Et 10 au carré, bah, j'avais calculé 10 au carré, c'est 92 plus 8. Et 92 est un multiple de 23, donc 1 huitième, et 1 huitième c'est 3. Bon, alors là, c'est plus sportif, c'est quand même plus facile avec la somme. Bref, ce polynôme se factorise sur F23 en x moins 10 au carré, facteur de x moins 3. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on se pose la question, dans quelle situation on peut se poser ce genre de question? Je vais vous montrer une situation très très simple. Vous prenez UN, la suite donnée par UN plus 3 égale UN plus 1 plus UN. Avec U0 égale 3, U1 égale 0, U2 égale 2. On verra pourquoi, après, j'ai pris ce truc-là. Montrer que P premier implique que P divise UP. Regardez. Vous prenez la suite, ça fait 3, 0, 2. Maintenant, je fais 3 plus 0, ça fait 3. 0 plus 2, ça fait 2. 2 plus 3, ça fait 5. 3 plus 2, ça fait 5. 2 plus 5, ça fait 7, etc., etc. Et on met les rangs ici. 0, 1, 2, c'est premier. 3, c'est premier. 5, c'est premier. 7, c'est premier. 11, c'est premier. 13, c'est premier. Et à chaque fois, on constate la divisibilité. Et pourquoi c'est vrai? Donc cette suite s'appelle la suite de Perrin. On peut en construire énormément des suites de ce type-là. Et on va voir comment. Alors, on va regarder dans quel contexte cet exercice peut être très pertinent. Regardez par exemple, vous prenez donc P égale x3 moins x moins 1, et en général, pour petit p quelconque, un premier quelconque, bah, il va posséder trois racines distinctes, à part pour P égale 23. Attention, il ne va pas les posséder forcément dans FP, hein, faites la comparaison avec R, où on va aller chercher des racines dans C, bah là on va aller les chercher, les racines, dans on va dire dans une clôture algébrique de FP, bon, de toute façon elle est finie, on va l'appeler L. Mais si P est différent de 23, eh bien on aura bien trois racines distinctes, quitte à aller les chercher au-dessus. Donc j'affirme que UN, les suites, je vais les appeler Vn parce que UN c'est déjà pris, hein. Vn égale alpha n, bêta puissance n, gamma puissance n, sont des suites qui vérifient la même récurrence. Hein. Ben oui, puisque alpha 3, par exemple, je prends alpha égale alpha plus 1, puisqu'alpha c'est une racine de ça, je multiplie les deux côtés par alpha puissance n, ça fait bien que la suite alpha puissance n vérifie que Vn plus 3 est égal à Vn plus 1 plus Vn. Donc, on est content. On a déjà trois suites, et je vais vous faire remarquer que l'espace des suites qui vérifient la récurrence, qui est une récurrence linéaire, donc c'est bien un espace vectoriel sur L, est isomorphe à L3. Effectivement, à partir du moment où je donne les trois premiers termes, j'ai un morphisme et qui détermine complètement la suite. Donc, parce il suffit d'avoir les trois premiers termes pour faire démarrer la suite, hein, pour l'amorcer. Bien, j'affirme donc qu'on est dans un espace vectoriel de dimension 3 et donc que ces trois suites qu'on vient de trouver forment une base. Oui, parce que je vais regarder ce qu'elles donnent, ces trois suites là-dedans, et ça donne le premier terme 1, le deuxième terme pour alpha n, alpha, et le troisième terme, alpha 2. Voilà. Ensuite, pour l'autre, pareil, on reconnaît une matrice de Vandermonde, voilà, et comme on est justement dans le cas où les trois racines sont distinctes, eh bien, c'est non nul, le déterminant est non nul, et donc on a une base. Donc ça veut dire que
notre suite UN de tout à l'heure, celle qui commençait par 3, 0, 2, eh bien, elle va se décomposer dans cette base. UN est égal à A alpha n plus B bêta n plus C gamma n, quel que soit n. Et j'affirme que 1, 1, 1 fait l'affaire. Donc, par unicité, hein, on aura que 1, 1, 1. Ce sera le triplet de coordonnées de UN dans cette base. Ben oui, effectivement, il suffit de le vérifier sur les 3 premiers termes. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Alpha plus bêta plus gamma, eh ben, c'est moins AN-1, c'est-à-dire AN-1, c'est le terme de degré 2 hein, ici dans ce polynôme. Donc c'est 0, vous voyez. Voilà. Bon, maintenant, on va calculer alpha 2 plus bêta 2 plus gamma 2. Bon, vous voyez bien que c'est alpha plus bêta plus gamma, le tout carré, donc 0, finalement. Moins 2 fois la somme, ben, alpha bêta, alpha gamma, bêta gamma. Donc finalement, moins 2 fois A1. Donc ça fait 2. Voilà. Donc le 3, 0, 2, c'était calculé comme ça, en fait, au départ. Hein. Bah oui, évidemment, c'était trafiqué. Ok. Alors, ça veut dire que maintenant, ça veut dire que UN égale, on voit bien que 1, 1, 1 est la solution du système, puisque c'est unique, hein, du déterminant ici. Eh bien, ça veut dire que UN est égal à alpha puissance n plus bêta puissance n plus gamma puissance n, quel que soit n. En particulier, je vais prendre UP pour P premier. Le P sur lequel on a calculé, parce qu'on est sur FP, ça fait alpha P plus bêta P plus gamma P. Mais comme P est premier, bah, le Frobenius fait que c'est égal à alpha plus bêta plus gamma, le tout puissance P. Vous pouvez, si vous ne connaissez pas le mot le Frobenius, vous pouvez vous en convaincre par le fait que les nombres binomiaux, hein, C, P, K, sont tous divisibles par P, sauf évidemment quand K égale 0 ou K égale P. Voilà, donc vous avez 0. Ce qui fait que si on voit UN dans Z, et qu'on le réduit modulo P, eh bien, on aura toujours UP égale 0. Pour tout P. D'accord? Donc, ça veut dire que modulo P, on aura 0, ça veut dire que P divise UP. Le phénomène qu'on a vu tout à l'heure s'explique parfaitement. Sauf, et c'est là que l'exercice est intéressant, vous voyez, sauf pour 23, parce qu'il a fallu se dire, bah oui, on avait 3 racines distinctes. Donc, on va prendre le cas, P égale 23, le seul cas où on n'a pas 3 racines distinctes. Parce qu'on a 10, 10 et 3. Alors, dans ce cas-là, alpha, bah, ça va être 10, gamma, ça va être 3. On est dans le cas P égale 23. Et j'affirme que alpha n, gamma n, bah, ça va être une partie libre, comme tout à l'heure. Mais il m'en faut une troisième. Et bêta n, bah, comme bêta égale alpha, ça va pas marcher. Vous voyez, on va pas avoir notre Van der Monde. Donc, il nous en faut une autre, et c'est n, la suite n alpha n-1. Et de la même manière, on montre que c'est bien une suite qui vérifie la récurrence. Pourquoi? Bah, simplement parce que P' de alpha égale 0, comme on l'a montré ici. Voilà. Et bien maintenant, ça veut dire qu'il existe, bon alors on montre que c'est une base, avec une matrice, ce ne sera pas Van der Monde, mais un truc facile à voir, et on sait qu'il existe un unique triplet ABC, tel que UN, s'écrit sous cette forme A alpha n plus B n alpha n-1 plus C gamma n. Mais, regardez, cet unique triplet ABC, cette fois-ci, je l'ai. C'est 2, 0, 1. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que vous allez avoir 2 plus 0 plus 1 qui va faire 3. 2 alpha plus gamma, ben, comme on a une racine double, c'est la somme des racines, ça fait faire 0. Et 2 alpha 2 plus, ben, 0 toujours ici, hein, gamma 2, ben, c'est la somme des carrés des racines, ça fait 2. Donc c'est bon, vous voyez. Et donc ce qui va faire que UP, encore une fois, sera égal à 2 alpha P plus 0 fois le truc ici, plus gamma P. On peut mettre en exposant globalement P, hein, quand je développe, ça fait
2 puissance P, mais par Fermat ça fait 2, alpha puissance P, voilà, plus gamma puissance P, les autres coefficients binomiaux, ils disparaissent, c'est la magie du Frobenius, et donc 2 alpha plus gamma égale 0, et donc 0 puissance P, ça fait 0. Donc, ça continue à marcher, mais pour une raison un peu plus subtile, pour P égale 23. Après, vous pouvez le calculer, pour P, allez jusqu'à 23, on est allé jusqu'à 13 tout à l'heure, allez jusqu'à 23, si vous voulez vraiment vous convaincre, d'accord? Bon. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut dégager un théorème général? Oui, ça peut faire un bon problème je sais pas moi, ouais, un petit début de problème d'agrég. Hein. P unitaire dans z de x, de degré n, d'accord, il faut que an-1 soit égal à 0. Donc le terme qui suit doit être égal à 0. C'est ce qui assure que la somme, ici, à chaque fois on s'en sert, des racines, avec multiplicité ou pas, hein, du coup, est nulle. Bien. On va prendre UN, une suite récurrente, linéaire, d'équations caractéristiques P, voilà, comme on a pris ici. Et on va prendre les premiers termes, il faut regarder les n premiers termes, U0 jusqu'à UN-1, ben je vais prendre les sommes de Newton de P. Voilà, qui sont dans Z, forcément, puisque P est unitaire dans Z. Donc, on a les sommes de Newton, donc c'est-à-dire la somme des puissances n, i, on va dire, des racines pour i parcourant de 0 à n-1. Eh bien, voilà, c'est une machine à construire une suite qui, telle que P, divise UP dès que P est premier. C'est magnifique, je trouve. C'est une idée d'un mathématicien qui s'appelle Perrin, pas notre Daniel Perrin, mais un Perrin du 19e siècle. Alors maintenant, bien sûr, il faudrait voir à quel point c'est un critère de primalité si on prend plusieurs polynômes, quoi, si on prend des polynômes distincts. Parce que bon, il est clair qu'on a des nombres premiers de Perrin, en quelque sorte, pour cette suite-là. On a des nombres premiers de Perrin qui nous disent, bah oui, c'est pas premier, mais pourtant il y a la divisibilité. Ils sont rares, quand vous regardez jusqu'à 13, il n'y en a pas. Hein. Voilà, ils sont très rares, mais il y en a. Voilà. Mais après, si on prend d'autres polynômes, ils vont disparaître. Donc, bon, je ne sais pas. On va s'arrêter là. On a quand même parcouru un beau voyage.